Maintenant, donc, nous allons entendre Maurice Kuhn. Maurice Kuhn fait des études de lettres classiques à l'université de Marbourg. Il est également passé un an en France, à l'université de Perpignan. Je pense qu'il faut. Tu as un PowerPoint ou tu n'as pas de PowerPoint? Je n'ai pas de Bon, alors je peux te mettre là. Okay. Et donc, il a donc son français impeccable, qui a été fort utile pour les traductions simultanées déjà. Il a terminé en 2019 sa thèse de lettres classiques, un commentaire philologique de la vie d'Augustin de Posidus de Calame. Donc, nous attendons la publication prochaine. Oui. Cette thèse a été réalisée sous la direction de Madame le professeur Anja Bettelmers. D'où leur complicité. Oui. Désormais, Maurice travaille sur les épopées de l'époque des Flaviens, de Stas, Lucain. Et aujourd'hui, il va nous parler, va revenir à ses premiers amours, va revenir à Posidus Calame, va nous parler de la mise en scène de l'africanité de Saint-Augustin, la vie d'Augustin de Posidus de Calame. Nous lui donnons la parole. Merci beaucoup, Tony. Bonjour à tout le monde. Je profite de l'occasion pour vous présenter un peu ce texte qui n'est pas très connu, je crois. La vie d'Augustin de Posidus de Calame a été écrite quelques années après la mort du saint, c'est-à-dire au plus tard en 435. La biographie comprend 31 chapitres. Le 30e est une lettre d'Augustin que Posidus cite complètement. Et d'après la théologienne suisse Britta Stoll, le texte peut être subdivisé en 3 parties majeures. Dans la première partie, ce sont les chapitres 1 à 18, Posidus raconte la vie d'Augustin en se focalisant sur les mesures qu'a prises l'Hippolyte contre les communautés religieuses qui considèrent hérétiques, notamment les donatistes, mais aussi les manichéens, les pélagiens, les ariens. Il fonde son récit sur les œuvres d'Augustin, dont il choisit des épisodes qui, selon lui, mettent bien en relief les qualités de son ami. Cette première partie se termine par la réfutation des pélagiens en 418. La deuxième partie de la vie d'Augustin nous invite à examiner les mœurs et le caractère d'Augustin. Ce sont les chapitres 19 à 27. Après avoir mis l'accent sur les devoirs d'un évêque, Posidus en vient à décrire le mode de vie dans le monastère d'Hippone, comme par exemple les habitudes alimentaires des moines. À la fin du texte, dans les chapitres 28 à 31, Posidus raconte à ses lecteurs l'invasion des Vandales, laquelle Augustin aurait pressenti. Ça, c'est quelque chose de très important pour le biographe, et la mort de l'évêque pendant l'occupation d'Hippone la Royale. Et dans ma contribution, je voudrais montrer que le portrait d'Augustin que nous fournit Posidus est censé ancrer Augustin en Afrique du Nord. Et afin de pouvoir mieux cerner cette stratégie littéraire du biographe, j'étudierai au début, brièvement, quelques passages tirés des œuvres augustiniennes que je comparerai par la suite aux descriptions de Posidus. Tout d'abord, il faut considérer qu'Augustin, dont les parents sont originaires d'Afrique du Nord, y a passé presque toute sa vie et qu'il a vécu et travaillé dans plusieurs villes africaines, comme vous le savez, Mador, Carthage. C'est à l'âge de 30 ans qu'il décide à quitter l'Afrique pour l'Italie, où il veut continuer sa carrière de rhéteur. Bien qu'il n'ait passé que 4 ans en Italie, ce séjour l'a beaucoup marqué. C'est en Europe qu'il a fait la connaissance d'Ambroise de Milan, qui s'est converti au catholicisme, qui s'est mis à mener une vie ascétique et enfin qui s'est fait baptiser. Après la mort de sa mère Monique, Augustin rentre en Afrique et s'installe à Tagaste, son lieu de naissance.
Et à partir de cette date, il deviendra l'un des théologiens les plus influents de l'Église catholique africaine. Tandis qu'Augustin associe l'identité africaine, quand il s'agit de lui-même, surtout à son lieu de naissance, en Afrique du Nord, il y a un aspect qu'il considère comme étant porteur de cette identité africaine. Et cette bouche, elle va pas me quitter aujourd'hui. C'est la langue qui se parlait dans la région, c'est-à-dire le punique. Dans une contribution à l'occasion du colloque Augustinus Afa qui a eu lieu en 2003, Serge Lancel a soutenu que la langue des habitants des provinces africaines était, pour Augustin, le, je cite, vecteur principal d'une identité, sinon d'une conscience africaine. Fin de citation. Je vous donne un bel exemple, c'est le texte numéro 1 sur votre exemplier. C'est la lettre 17. Le grammairien Maximus de Mador s'adresse, probablement en 391, à Augustin dans le but de démontrer que la façon dont les païens vénèrent les divinités romaines surpasse le culte des martyrs africains. Ceux-ci portent, d'après lui, des noms méprisables, et il nous donne un exemple, c'est Namphamo. C'est ce mépris que porte Maximus au nom d'origine africaine que dénonce vivement Augustin. Je cite, « Vous avez pu vous oublier vous-même jusqu'à attaquer les noms uniques. Vous, hommes d'Afrique, écrivant à des Africains, et lorsque l'un et l'autre, nous sommes en Afrique. » Traduction de M. Poujoula. C'est-à-dire, non seulement Augustin explique à Maximus que Namphamo signifie, c'est plus tard, celui qui est pourvu de bons pieds, et que le nom du martyr décrit ainsi une qualité particulière, mais aussi Augustin continue de critiquer Maximus. S'il dédaigne à tel point la lingua afra, le punique, il ne se rendra pas compte des livres savants d'auteurs du pays. Si vous condamnez le punique, je cite, il faut nier ce qui est dit par de très savants hommes, que les livres puniques renferment beaucoup de bonnes choses dont on se souvient. Il faut regretter d'être né ici au berceau de cette langue. Encore la traduction de M. Poujoula. Bien qu'Augustin s'applique à défendre la langue punique contre les attaques de Maximus, nous savons que l'évêque d'Hippone ne parlait pas le punique et en avait juste quelques notions. Par contre, les lettres d'Augustin nous montrent que le punique a joué un rôle important dans la vie quotidienne de la population nord-africaine. À plusieurs reprises, Augustin cherche des clercs punicophones pour la communauté catholique d'Hippone. Le manque semble avoir été si important qu'Augustin refusait de laisser rentrer chez eux des clercs qui savaient le punique. Par exemple, un certain Lucilius qui était diacre à Hippone. Plus tard, c'est votre deuxième texte, un certain Antoninus est devenu évêque à Fussala, où habitaient à cette époque beaucoup de gens qui parlaient et comprenaient uniquement le punique. Augustin lui-même avoue l'avoir choisi pour ses connaissances en latin, bien que les fidèles à Fussala n'aient pas été contents de ce choix. Et ils avaient raison de ne pas avoir été contents, parce que Antoninus était corrompu. Hein. Bien que le punique ait joué un rôle important dans la vie quotidienne, surtout des églises rurales, Augustin, comme je viens de dire, ne maîtrise pas cette langue. Son appartenance au groupe des Afri se manifeste plutôt dans son engagement pour l'Église catholique africaine, qui se trouvait à l'époque d'Augustin en concurrence avec d'autres mouvements religieux tels le donatisme.
Aux yeux d'Augustin, cette coexistence du catholicisme et du donatisme était tout à fait inacceptable. Il va même jusqu'à interpeller les autorités de l'État romain pour obtenir que le donatisme soit interdit et que les donatistes pratiquants soient punis par la loi. À la suite de ces mesures prises par Augustin, il n'y avait que peu de gens qui continuaient ouvertement de pratiquer la foi donatiste. La plupart d'entre eux se convertissaient au catholicisme pour éviter de se faire pénaliser, on comprend bien. Donc, le nombre de catholiques augmentait de façon considérable. Et c'est exactement cette situation sur laquelle Posidus fonde son récit. Dans la préface de la vie d'Augustin, c'est le texte numéro 3 sur votre exemplaire, le biographe formule son objectif. Je cite. « Mais je prie la Majesté suprême pour que je conduise et mène à son terme une telle tâche entreprise sans heurter la vérité du Père des Lumières, ni paraître fausser sur quelque point la charité des fidèles enfants de l'Église, ni tenter de glisser ma version de tout ce que notre bienheureux Augustin a consigné sur lui-même dans les livres de ses confessions, touchant son état avant réception de la grâce, ainsi que sa vie lorsqu'il l'eut reçue. » En définissant ainsi son projet, Posidus signale au lecteur de la vie d'Augustin que le portrait d'Augustin sera dressé en fonction de ses activités en Europe et au sein de l'Église africaine, parce que les épisodes en Europe ne joueront pas de rôle, en fait. Tout en prétendant vouloir omettre la vie prébaptismale du saint, Posidus en choisit quelques épisodes qui l'aideront à mieux cerner le personnage d'Augustin. Les informations qu'il nous donne visent tout à fait à ancrer Augustin tant en Afrique que dans l'Église catholique. Par exemple, il commence à parler de l'origine d'Augustin, il souligne que ses parents étaient africains de souche, si je peux dire, qu'il s'agissait de chrétiens, de gens vertueux, qui ne reculaient devant aucune dépense financière afin de soutenir leur fils. Étant donné cette focalisation sur l'Afrique, il n'est pas surprenant que le premier chapitre de la vie d'Augustin commence par les mots ex provincia africana. Oui, d'accord. D'après Posidus, l'Afrique n'est pas seulement la région où Augustin a grandi, mais aussi, et ça c'est important, le lieu où il se met à vivre dans une communauté monastique. Cela ne correspond pas au récit que nous fournit Augustin lui-même dans les Confessions. Augustin nous apprend qu'il s'est mis à vivre en ascète avec sa mère et quelques amis en Italie, à Cassiacum, et que ce séjour précède le baptême. Et pourquoi Posidus altère-t-il la chronologie? Je ne peux pas faire que des suggestions, mais le fait que le biographe ne mentionne nulle part dans son texte Cassiacum 73 européen est à mon avis révélateur. Je pense qu'il a l'intention de nous amener à croire qu'Augustin a pris cette décision, certes en Europe, de vivre en ascète, mais qu'il a réalisé ce projet une fois arrivé en Afrique. Ainsi, Posidus obtient que la vie monastique d'Augustin, élément constitutif de la vie elle-même, soit fermement liée à l'Afrique et que la région devienne ainsi l'endroit idéal pour se dévouer à Dieu. Comme l'Afrique en tant que région tant géographique qu'ecclésiale joue ce rôle déterminant dans notre récit, il reste à savoir si et dans quel contexte Posidus fait référence à la langue de la population africaine, au punique. Et ça, je crois, c'est votre texte numéro 4, c'est sur le verso de la feuille que je vous ai donnée.
C'est tiré du chapitre 7 de la vie d'Augustin. Là, c'est la seule fois que Posidius emploie le mot Afa, ce qu'on pourrait traduire par africain. Il y renseigne le lecteur que la plupart des Africains étaient donatistes ou professaient une autre foi hérétique. Je cite, « C'est ainsi qu'avec l'aide du Seigneur, l'Église catholique se prit à relever la tête en Afrique, elle qui était restée si longtemps abattue, à l'écart et opprimée, à l'époque où les hérétiques étaient en pleine force, en particulier la secte de Donat qui pratiquait le rebaptême, alors que la plupart des Africains étaient séduits par eux. » Le fait que Posidius associe les termes Afa et Pars Rebaptizans Donati semble pourtant signifier que le mot Afa était pour Posidius quelque peu connoté, quelque peu lié au donatisme. Quand l'hagiographe évoque les communautés catholiques, il dit normalement plebs Dei ou populus Dei, paroisse de Dieu. Et lorsqu'il emploie le mot Afa dans cette situation, il laisse entendre au lecteur que le fait d'être africain coïncidait d'une certaine façon avec le fait d'être donatiste. Dans l'argumentation de Posidius, c'est Augustin qui entraîne un changement de paradigme, si j'ose dire. Il nous suggère que le fait d'être africain, qui était lié à la foi donatiste, a été remplacé par Augustin de manière définitive par le fait d'être catholique, par l'instauration du catholicisme qui entraînerait d'une certaine façon une transformation d'identité des chrétiens africains. Mais comment procède-t-il en fait? Les mesures antidonatistes de l'évêque d'Hippone sont pour Posidius beaucoup plus pertinentes que celles contre les autres hérésies. Il tient à signaler au lecteur que les donatistes sont un groupe de terroristes qui menacent les fidèles. Et les fidèles catholiques et par conséquent toute l'Afrique. Ils mettent en scène leur terreur et leurs actes violents contre les représentants de l'Église catholique, afin de pouvoir justifier les mesures prises par les catholiques, qui ont réussi, comme je viens de dire, à criminaliser la foi donatiste en 411. Contrairement à Augustin, Posidius ne mentionne nulle part la langue punique et mentionne nulle part un problème linguistique, un problème de langue, comme Augustin le fait dans cette lettre 20 astérisque que vous trouvez sur le recto de l'exemplier. En revanche, il évoque ailleurs un problème de langue tout à fait différent. Et c'est le texte numéro 5 sur votre exemplier. C'est encore une fois le verso. Lorsqu'il évoque les raisons pour lesquelles Augustin, tout en étant prêtre, a eu lieu de prêcher contre les habitudes de l'Église africaine, Posidius nous dit que Valerius, c'est le prédécesseur d'Augustin, ne parlait pas bien le latin et qu'il avait du mal à prêcher aux fidèles de façon convenable. Je cite, « Or donc, le saint Valerius, qui l'avait ordonné et qui était un homme pieux et craignant Dieu, était ravi et rendait grâce à Dieu d'avoir fait que ses prières aient été entendues par le Seigneur, en sorte que, providentiellement, un tel homme lui fut accordé, capable de construire l'église du Seigneur
par la parole des dieux et sa doctrine de salut. Une tâche pour laquelle lui, grec de naissance et peu versé en langue latine, en langue et littérature latine, se voyait bien peu propre. Devrions-nous croire Posidius? Oui et non, je dirais. Tout d'abord, Augustin lui-même ne nous informe nulle part que Valerius s'exprimait mal en latin. Si son latin avait été aussi mauvais que nous le décrit Posidius, il n'aurait pas été capable d'occuper le poste d'évêque. Ça aurait été impossible. Nous voyons que Posidius relève dans son récit le même problème qu'Augustin. N'étant pas capable de communiquer aux fidèles, l'évêque a besoin d'un prêtre qui maîtrise leur langue. Il relève cette problématique et crée une situation différente sur cette base. Ce qui apparaît comme défaut chez Augustin, c'est-à-dire le fait qu'il ne sache que parler le latin, devient chez Posidius sa qualité majeure. Augustin est le prêtre parfait pour les fidèles d'Hippone parce que lui, il parle le latin. Le biographe arrive ainsi à lier l'identité africaine à la langue latine, au lieu de la lier à la lingua afra, comme on l'a vu chez Augustin. Afin d'idéaliser son protagoniste, Posidius est obligé d'adapter son récit aux qualités d'Augustin. Et comment Posidius procède-t-il pour faire de lui le modèle des catholiques africains? Donc, rappelons que la géographe a écrit la vie d'Augustin seulement quelques années après la mort d'Augustin. Quand lui, Augustin, est mort en août 430, les Vandales assiégeaient Hippone-la-Royale. L'Afrique était menacée par cette tribu qui allait fonder un royaume vandale sur le sol africain et apporter avec eux la foi arienne. Du coup, ils menaçaient pas seulement la population africaine par leur violence, mais aussi l'Église catholique d'Afrique par leur présence. La mort d'Augustin pourrait même être considérée comme le symbole de cet affaiblissement inexorable. Celui qui avait toujours défendu l'Église catholique contre ses détracteurs ne pouvait plus faire face aux Vandales. C'est exactement ce que Posidius s'empresse à empêcher en écrivant la vie d'Augustin, un texte qui veut amener les fidèles d'Afrique à imiter Augustin. Et c'est le dernier texte sur votre exemplaire. Et pour que je prie, pour que vous priez avec moi et pour moi, afin que je me révèle ici-bas le digne émule et imitateur de celui avec lequel j'ai vécu par le don de Dieu, plus de 40 ans d'une douce intimité, exempte de toute amère dispute. Il souhaite ainsi sauver l'Église catholique et fait d'Augustin le modèle qui doit montrer aux fidèles comment il serait possible de s'opposer aux Vandales. De plus, il engage les lecteurs à aller consulter les œuvres d'Augustin eux-mêmes, qui sont, d'après lui, accessibles dans la librairie d'Hippone, et à continuer de se familiariser avec Augustin et son œuvre. Pour résumer, pendant que les Vandales menaçaient l'Église catholique en Afrique, tant par leur présence que par leur foi arienne, et aussi par une autre langue, Posidius a écrit sa vie d'Augustin pour fournir aux fidèles d'Afrique un Africain modèle qui unit en lui toutes les valeurs de l'identité africaine. Un catholicisme fervent qui surpasse toutes les autres foi, la langue latine qui lui permet de communiquer avec les fidèles, une doctrine théologique qui s'appuie tant sur la tradition européenne que sur la tradition africaine. J'espère que ma communication a montré comment Posidius forge cette identité africaine qu'incarne Augustin et qui sert de modèle aux fidèles.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle communication et j'ai envie de vous donner tout de suite la place. He's Augustine, the model of he's Augustine, the model of the Africanism. So, I mean, do you agree in his moments? Mhm. Something different from what I was seeing from your excellent. Okay. But you said, you basically said Augustine is African. There are these ways in which we see it now in the letters in 1917 to Maximus. He is criticizing Maximus for not recognizing Africanness. In that 20 asterisk, he's so concerned to get someone who can preach in Pune that he makes a terrible choice. Yeah. In fact, yeah. But then in Posidonius seems to me from what you were saying that Posidonius is already separated. Yeah. Okay, yeah. good. Yeah. My impression is that he uses the Augustinian works and that he exploits the motives which he can find there. For example, the problem, who is capable to preach in a good way to our... And it's the Latin Augustine. Yeah, it's the Latin Augustine. That's it. Yeah. And similarly with the Multitudo Afrorum, that's pejorative use, that's negative because it's dominance. Yeah. Yes, I think so. I think that Posidonius uses the word Multitudo Afrorum here to say it is linked to Donatism, and we have to reshape that. Yeah. Okay. Yes. Oh. I was listening, thinking this right here, this feature begins the process of separation. That is in many ways being very problematic. It begins this rather two-dimensional view of Augustine that it was in the Petrarch that you quoted this morning, Anya, the Augustine who accompanied Veritas in the Secretum, and he is renewed Pectus, so he comports himself so carefully and piously in every way. And I was thinking too that we no longer see a human being. We see a cliche in Petrarch's telling, and Posidonius begins the process. Maybe it's important also that this process is being like sped up. It happens very quickly because of the political situation at the point of St. Augustine's. Because the Daniels arrived and they ran the church in Africa with their military might and their political influence. And there is this impression, I think it's right, Posidonius is one of the people who is trying to save not only the memory but also the library of St. Augustine. The parts of the library is being shipped away from Africa because at that point it's today, it's done with some. And it's being shipped, parts of it apparently it's shipped to Europe because that's the quickest way. If you need urgently to get something out of Pickle or Carthage, the quickest way is to get it to Sicily and so on.
Anya, On voudra un résumé dans un instant. Penser dans the situation happened in the whole process would have happened much slower, and maybe then the separation would have been more organic and not as abrupt as see. So, and again, c'est pas le texte au moment de la mort de Saint-Augustin, le problème politique était qu'il y avait les vandales, il arrivait avec, et c'était le danger militaire et politique pour l'Église catholique en Afrique, parce que les vandales sont à rien. Et au sein de mandat, il y a l'hypothèse, qui je crois absolument correcte, que ce biographe, Saint-Augustin, et conserve non seulement la mémoire spirituelle de Saint-Augustin, mais aussi les choses, la bibliothèque de Saint-Augustin. Et pour la conserver, aussi que c'est un des disciples de Saint-Augustin qui porte la bibliothèque de Saint-Augustin en Europe. Parce qu'en Europe, c'est le méthode plus vite parce que c'est pour sauver les livres. Et pour ça, cet procès de former l'image d'Augustin européenne et africain s'est matérialisé très vite parce que c'était une situation très cruciale avec cette plongée militaire des Vandales. Sans les Vandales, ce procès, c'était se matérialiser plus normalement, plus et aussi en tant que tel à Cagliari. Ça devient par des évêques qui opposent Et en fait, c'est vrai que tout ça semblait que Saint-Augustin meurt et que Posidus écrit la biographie. Il n'y a pas tout de suite une quête des vandales d'icônes. C'est très curieux, mais finalement, Augustin il est enterré dans sa basilique et il passe à peu près une vingtaine d'années puisque c'était des vandales que montrer dans l'icône qui siégeait. C'est vraiment une période très intense. Et c'est là, à ce moment-là, que le récit après les évêques exilés, lorsque déjà les évêques étaient à Carthage, les évêques exilés en Sardaigne ramènent aussi les corps d'Augustin, et y compris aussi des textes d'Augustin. Mais il faut dire qu'ici, Fulgence de Rusbet, qui était déjà, il connaissait déjà parfaitement les textes d'Augustin. Il s'est converti. Et on parle là de premières années de la nation vandale. Donc, ces textes étaient déjà arrivés en Tunisie, en même temps, lui était du Sud. Et donc, il y avait toutes ces connaissances-là. C'est à travers les commentaires de Psaume qu'il s'est converti et continue à enseigner. Augustin s'était très vite à publier ses livres aussi. Il a déjà, encore vivant, il a d'avoir les copies distribuées dans le monde commun. Et c'est aussi ce que dit Posidus, il dit aux lecteurs, venez emprunter des livres d'Augustin, et si vous en avez, faites des copies pour ceux que vous connaissez, pour que le savoir de... Ouais.
Moi, il m'est tout simplement une question, un doute, je ne sais pas si je l'ai compris. Donc, je vais dire, Posidus, il a essayé de replacer la question de l'expérience monacale, on va dire, d'Augustin à Milan, avec celle qu'il a faite à Tagaste quand il est arrivé à Tagaste. Oui, oui. Il parle pas d'un groupe ascétique en Europe. Pour lui, la vie monastique ou la vie ascétique en général commence à Tagaste, après le retour ok, d'accord. C'est pas que c'est une invention. Il dit, Posidus, il n'a pas fait une vie monacale à Tagaste, c'est juste que celle qu'il a fait à Milan, je la transporte ici. Oui, oui. Mais il mentionne pas du tout cette vie ascétique en Europe. C'est pour lui, c'est pas important pour lui. Parce que pour lui, la vie ascétique, la vie monastique doit commencer après le baptême. C'est l'essentiel. Et donc, comme Augustin rentre en Afrique juste après le baptême, il n'a pas d'autre moyen d'en parler. C'est pas non plus bien ascétique au Naka, c'est qu'il a fait à Milan. C'était pas une autonomie de retrait, et c'était pas une chose. Oui, c'est la vie monastique en tant que telle. Non, plutôt ascétique, mais mais sans avoir prononcé de vœux, si on veut dire ça. Ouais. On peut dire que c'est un roman. J'ai écrit un roman qui s'appelle pas une biographie. Non, ce n'est pas. Il a commencé la biographie, parce qu'il a inventé votre titre, je vais faire la mise en scène. Oui. Donc ça n'existe pas, c'est une invention artistique. Non, pas vraiment. Lui, il s'inscrit dans toute une tradition hagiographique, et dans les textes hagiographiques, il est normal que certaines choses soient inventées, soient embellies, soient remodelées. Parce que c'est très important pour ce discours hagiographique, comme Macron a dit. Ça fait penser un peu au roman qui les romans, c'est aussi ça, on parle plutôt de l'autobiographie parfois. Oui. On pourrait dire peut-être que c'est une hagiographie, des fois on trouve ça aussi, pour lier ça, oui, à un autre genre. Et en fait, Paul a été pendant le siècle de Paul. Le siècle de Carthage a été pris 2 mois après. 2 mois après Paul. Donc, le siège de Nicole aurait duré 20 ans, et le siège de Nicole dure beaucoup plus qu'à Carthage. Donc, comme je dis, à Carthage, il montre, il s'installe en Carthage, et Paul n'est pas encore définitivement par le. Et après, il serait parti donc directement du Nicole par bateau à Carthage. Non, pas ça par Carthage. Mais après, c'est également, c'est plus genre de 2 semaines qui va leur aller, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette vague qui part de Canterbury, ces évêques exilés qui vont ramener aussi des débrouilles. Voilà. Et cet ouvrage aussi. Là, vraiment, il n'y a pas une source sûre que l'ouvrage en Europe soit arrivé aussi au même temps que support. Non, c'est sûr parce que c'est ce qu'on fait. Les ouvrages, on pourrait déjà parcourir un peu partout. Ce qu'on entend encore, oui, mais ça, c'est sur les motifs.
sont arrivés, comme les conservateurs de Gustave. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions?